Ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, mais c'est Binge Audio. Mes très chers amis, je vais commencer cet épisode par vous faire une confidence. Comme beaucoup de personnes, mon poids naturel est un petit peu au-dessus de mon poids rêvé. C'est un état de fait contre lequel je me suis longtemps battue. Il m'est arrivé à de rares moments de mon existence, à force de ne rien manger et de passer tout mon temps libre dans des sous-sols à faire des squats sordides, de gagner ce combat, de voir mon corps se rapprocher des canons de beauté. Et ce fut insupportable de voir comment je me faisais 1000 fois plus draguer qu'avant, 1000 fois plus tenir les portes dans le métro, 1000 fois plus aider dans les supermarchés pour attraper un article placé trop haut et évidemment 1000 fois plus aborder dans les soirées. J'étais la même personne avant, j'avais envie de leur dire. Exactement la même personne. Le pire, ce fut les potes de potes, les connaissances, les anciens camarades de promo ou les vieux collègues, ce deuxième ou troisième cercle, qui me connaissaient avant et avec qui il n'y avait jamais eu la moindre ambiguïté. Et tout ce beau monde qui tout d'un coup adoucissait sa voix de faux cul pour me dire les choses qu'on dit quand on veut pécho, ou qui m'envoyait des saletés de petites flammes sur Insta, des saletés de petites flammes qu'il ne m'aurait jamais envoyées autrement. J'étais la même personne, exactement la même personne, il y a 3 mois, quand tu ne me calculais pas, j'avais envie de leur dire. Mais je constate que quand mon corps rentre dans telle case, tu daignes me les envoyer, tes flammes minables, j'avais envie de leur dire. Tes flammes qui viennent adouber ma soumission à la doxa de l'esthétique. Tes flammes qui viennent me dire que j'ai enfin mérité ton regard de ceux qui se satisfont de copier-coller les goûts qu'on leur impose. Ton regard de ceux qui mènent une vie de greffier et qui n'ont même pas le courage de s'en rendre compte. Ouais, j'avais envie de répondre ça en DM sur Insta. Mais bon, je sentais bien que ça allait faire un peu too much. Et puis, c'était pas une personne qui m'exaspérait. C'était la répétition du phénomène. C'est pas que j'étais plus belle avec ces kilos en moins. Moi, je le sentais, je le savais. C'était autre chose, quelque chose de pire. Comme si j'avais plus de valeur aux yeux de certaines personnes. Je possédais en réalité plus de capital esthétique. Comme va l'expliquer notre invité François Ourmand, certains codes extérieurs donnent accès à ce capital esthétique. Comme si, avec une certaine apparence, on était plus riche. La beauté est-elle l'arme suprême ? La plus grande des discriminations ? Et si oui, comment nous en sortir ? Le body positivisme va-t-il suffire à nous sauver ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire, spécial grand entretien avec François Ourmand, professeur de sciences politiques et auteur de Pouvoir et beauté. Vous allez voir, notre invité a enquêté sur les liens entre beauté et politique. Mais écoutez-nous jusqu'au bout, car cela éclaire absolument tous les domaines de notre vie. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous, c'est On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la beauté est l'arme suprême, celle qui est au-dessus de toutes les autres. Et à mes côtés, pour réfléchir à cette question, j'ai le plaisir de recevoir François Ourmand. François Ourmand, vous êtes professeur de sciences politiques et auteur de Pouvoir et beauté. La première question que je vais vous poser, c'est la question qu'on se pose. C'est selon vous, après avoir étudié les liens entre pouvoir et beauté, écrit tout un livre dont on va évidemment beaucoup parler, est-ce que vous considérez
considérer que la beauté est l'arme fatale, l'arme suprême? Non. Ah, intéressant, dites-nous. Non, évidemment, c'est pas l'arme suprême, comme vous le dites, ou l'arme fatale, parce que il y a bien d'autres variables qui interviennent dans la détermination du choix des électeurs. Je vais pas faire un cours de sociologie électorale, mais en tout cas, on sait bien que le positionnement, l'appartenance de classe, ça fait traditionnellement partie des critères qui sont constitutifs du vote. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eu quand même à lire votre livre, c'est que la beauté, évidemment, ne suffit pas pour être élu, mais la laideur suffit pour ne pas être élu. Alors, là aussi, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a jamais une variable explicative. Je crois qu'il faut se déprendre de cette idée selon laquelle une variable expliquerait, en dernière instance, un phénomène social, quel qu'il soit, ou un phénomène politique. Simplement, moi, ce que je voulais questionner, c'était justement cette impensée, ce tabou, comme c'est le sous-titre du livre, le tabou en politique. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est impensé à la fois par les sciences, par la science politique. On réfléchit peu sur cette question de la beauté et de la laideur. On privilégie évidemment les programmes, l'appartenance politique, etc. Bon. Et puis c'est quelque chose qui est aussi impensé parce que les acteurs politiques usent et abusent parfois de subterfuges cosmétiques, d'implants capillaires, de maquillage, etc. Ils se soucient de leur apparence, mais évidemment sans jamais avouer ce poids des apparences dans la vie politique, parce que ça contrevient finalement à ce qu'on appelle la doxa démocratique, ce qu'on peut appeler un certain nombre de représentations convenues de la vie politique, selon laquelle les électeurs se détermineraient au regard des programmes d'abord et avant tout, ce qui est largement illusoire, comme on l'évoquera peut-être ultérieurement. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, mais sans pour autant, si vous voulez, hypertrophier ou hypostasier, bon, le terme est un peu compliqué, mais le poids de la beauté, même si ce poids existe et qu'il convient de le prendre en considération. Dans cette campagne, par exemple, qui est en train de s'achever, quel rôle ont joué les apparences, selon vous ? Comme dans toute campagne électorale, les apparences ont un poids. Ce que disait déjà très longtemps l'anthropologue Georges Ballandier, la force des apparences est une part de la force des gouvernants. Il n'y a pas de pouvoir politique sans mise en scène de ce pouvoir politique, quelle que soit la nature du régime. On le pense évidemment avec Louis XIV sous l'Ancien Régime, la façon dont il se met en scène à travers la sculpture, à travers les portraits, le fameux portrait d'Hyacinthe Rigaud où l'on voit Louis XIV en majesté, doté de tous les attributs du pouvoir. Et simplement, aujourd'hui, le pouvoir politique, il se met aussi en scène, évidemment, sur un autre mode que celui qui avait cours sous l'Ancien Régime. Le mode est évidemment marqué par les normes démocratiques de proximité et d'égalité. On n'est plus évidemment dans un rapport de suggestion monarchique, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. Donc, les apparences ont leur rôle, et elles ont un rôle peut-être d'autant plus important, enfin aujourd'hui, mais en tout cas depuis 40 ou 50 ans, que s'est imposé le règne de l'image dans les sociétés contemporaines. La télévision, bien sûr, à partir des années 50-60, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, c'est aussi la consécration de l'image. On est entré dans ce qu'un essayiste américain avait appelé récemment, on est entré dans une société d'exposition. Et dans l'actualité, dans cette campagne, est-ce qu'il y a justement eu un moment, ou un instant, une séquence où vous vous êtes dit « Ah oui, là vraiment, ce règne des images est à l'œuvre pour qu'on comprenne ». Un exemple précis, on le voit de façon à chaque clip, je dirais, de la campagne. On a pu voir ce poids des images. On l'a vu, par exemple, dans le rassemblement d'Éric Zemmour au Trocadéro, cette mise en scène dans tous les meetings, la mise en scène des soutiens inconditionnels à un leader, ou au contraire, on l'a vu aussi pour Valérie Pécresse lors de son débat, lors de son meeting au Zénith, qui a été jugé raté par la plupart des commentateurs. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se sont fondés sur ce qu'ils ont estimé être une prestation ratée de Valérie Pécresse. Et en fait, cette prestation jugée ratée par les journalistes, dans une large mesure, a accrédité l'opinion que Pécresse n'était pas une bonne candidate. Et donc, ça l'a pénalisée. Ils l'avaient jugée ratée pourquoi ? Ils l'ont jugée ratée au regard justement de sa performance scénique.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout cela, mais en tout cas, il y a eu un relatif consensus des journalistes. Ah, et pour dire qu'elle n'était pas charismatique, ou qu'elle n'avait pas la voix qui porte. Exactement, et puis qu'elle avait qu'il n'y avait pas une présence, qu'elle n'avait pas une présence comparable à celle de Nicolas Sarkozy, par exemple, en 2007, lors d'une expérience comparable, ou même celle de François Hollande en 2012 au Bourget, lorsqu'il déclare... mon ennemi, c'est la finance. Voilà, mon adversaire, c'est la finance. Et il pensait, par exemple, à contrario, à Mélenchon. Je l'ai écouté le soir de l'élection. Le discours de Mélenchon, qui avait l'air improvisé, etc., était très bon. Il y avait une performance ici scénique, une performance oratoire, dont est coutumier Mélenchon, mais qui nous renvoie encore à ce poids des images. Et au-delà des images, enfin, quand c'est les images, c'est aussi la voix, c'est un ensemble. C'est l'incarnation. Voilà, c'est l'apparence et l'image, au sens large du terme, d'un compétiteur. Est-ce qu'on sous-estime le poids, justement, de ces émotions, des affects, du langage des corps, dans la façon dont on analyse la politique ? Bien sûr, c'est totalement occulté, c'est-à-dire que les politistes souvent, les journalistes plus encore, et les électeurs ont le sentiment que la politique fonctionne sur le plan de la rationalité. On présente l'électeur comme un électeur rationnel qui va analyser les programmes, qui va comparer et qui va, par ce travail finalement d'analyse, estimer quel est le candidat qui correspond le mieux à ses attentes, à ses préoccupations personnelles. Oui, c'est assez fou. J'ai écouté l'autre jour sur France Info, par exemple, il passait au crible tous les programmes numériques des candidats. Et en imaginant que chaque personne, enfin moi jamais je voterais comme ça, je pense, en me disant, alors lui sur le numérique, un petit V rouge, lui sur l'environnement, ah non, je mets 2 sur 10. Non, on a envie d'être emporté aussi par une personne, par un projet, on a envie de rêver. Oui, bien sûr. De toute façon, d'un programme, qu'est-ce qu'on retient ? On se souvient on retient 2 ou 3 mesures phares, c'est tout. On va retenir. Moi, je serais bien en peine. J'ai écouté plusieurs... et pourtant, je suis professeur de sciences politiques. Je suis bien en peine de vous dire quel était le programme de Jean Lassalle. Et pourtant, j'ai écouté un certain nombre de ses clips. Mais bon, donc en fait, la plupart des compétiteurs... Et le programme d'Anne Hidalgo était vachement beaucoup mieux que ce qu'on croyait, par exemple. Mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des électeurs, ils vont se focaliser sur quelques mots, sur quelques concepts. Alors, on a beaucoup parlé du grand remplacement avec Zemmour. Ça a été... c'est les éléments de langage, les slogans. Valérie Pécresse qui se présente comme... qu'est-ce que c'était sa formule déjà la candidate de la feuille de paye. Vous voyez, pour signifier qu'elle va prendre en compte les attentes des Français en termes de pouvoir d'achat. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de contraction du discours politique qui est parfois complexe, mais qui ici se trouve réduit à une phrase, un slogan. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va imprimer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, l'esprit des électeurs. Mais donc on se focalise sur cette dimension un peu rationnelle, en méconnaissant le fait que la plupart du temps, comme dans la vie sociale d'ailleurs ordinaire, les interactions sociales, les interactions politiques, elles sont aussi criblées d'émotions et de sensations. Avant même d'entendre parler quelqu'un, on le voit et on se fait une impression favorable ou défavorable par rapport à son apparence. Je suis persuadé que l'apparence de Valérie Pécresse, comme le dit Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, le corps est l'objectivation la plus irrécusable des goûts de classe, c'est-à-dire qu'à travers son corps, à la façon dont on se tient, dont on est habillé, dont on se coiffe, eh bien, on marque aussi un ancrage. On marque aussi son ancrage sociologique. Et avec Valérie Pécresse, on voyait bien, à travers son apparence, son exis corporel, comment elle appartient à une classe sociale privilégiée, comment elle incarne, en une quelque petite sorte. bourge. Moi, je peux le dire, vous n'avez pas le droit de le dire. Mais je ne le dirais pas comme ça, mais en tout cas... c'est sûr, c'est écrit sur sa tronche, enfin désolé, mais oui, c'est vrai. Donc inévitablement, alors quand j'ai plusieurs émissions de radio, j'ai questionné justement les journalistes ou les jeunes stagiaires qui étaient là, et c'est vrai qu'elles ont toutes eu la même réaction que vous. C'est une bourgeoise du 16e ou de Neuilly, de Versailles. Et on voit bien que son apparence, à travers les jugements plus ou moins spontanés qu'elle suscite, la qualifie aux yeux de certains et la discrédite aux yeux d'autres. Mais tout simplement sans même connaître son programme. Et même dans votre livre, vous citez, je ne l'ai pas en note, alors c'est de mémoire, vous citez un autre livre où justement Macron est critiqué, justement parce qu'il a cette tête, ce beau visage, ce visage symétrique, cette tête de jeune premier. Oui. Alors ça c'est plus rare quand même, c'est François Ruffin, l'un des leaders de la France Insoumise,
qui lui fait un procès de belle gueule, en quelque sorte. C'est quand même assez... En général, c'est plutôt de sale gueule, d'élite sale gueule. Là, c'est... Mais c'est vrai qu'il a la tête de la Startup Nation, encore plus en 2017. Il avait la tête de l'emploi. Alors, c'est vrai que si on regarde entre 2017 et aujourd'hui, on voit bien que la fonction présidentielle use physiquement. Si vous regardiez de la même façon Nicolas Sarkozy entre le début de son quinquennat et la fin de son quinquennat, la métamorphose physique, elle est quand même incroyable. Et on le voit bien parce que, évidemment, quand on assume la responsabilité de l'État pendant 5 ans, c'est pas un job à mi-temps. Donc, et il y a des responsabilités énormes. On se souvient quand même que Emmanuel Macron, il a eu quand même le mouvement des Gilets jaunes, à peine élu. Il a eu la gestion de la crise sanitaire du Covid. Maintenant, il a la guerre en Ukraine. Avant, Hollande avait eu les attentats terroristes. Et Sarkozy avait quand même eu la crise de subprime. Donc, ces leaders politiques, ils sont confrontés à des gestions de crise. Ça montre aussi à quel point l'hyper-présidentialisation les rend seuls. Enfin, ils doivent assumer aussi tout ça, peut-être. Bien sûr. Ça devrait peut-être nous alerter que 5 ans plus tard, ils ressemblent à des épaves. Enfin, on devrait peut-être se dire, c'est peut-être un peu too much pour une seule personne. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la vie politique, elle dépérit en quelque sorte de cette focalisation sur une seule élection, qui est l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les regards et toute la vie politique, elle gravite autour de cette seule élection. Et de cette élection, cette élection, elle détermine dans une large mesure toute la vie politique du pays, parce qu'après l'élection, il va y avoir la législative, mais il y a quand même souvent une dynamique parlementaire qui est associée à la victoire présidentielle, etc. Et donc on voit bien comment cette élection, elle personnalise à outrance, à excès, la vie politique. La vie politique, c'est pas simplement cette personnalisation, cette hyper-présidence telle qu'elle s'incarne aujourd'hui. Puis elle s'incarne pas seulement. En effet, aujourd'hui, toute une partie du pouvoir, il est situé à l'Élysée, beaucoup plus que dans les ministères. C'est incontestable. Et ça, c'est le fait, en effet, de cette hyper-présidence qui était liée à la Constitution de la Ve République, mais qui s'est quand même accentuée avec Nicolas Sarkozy, qui a concentré les pouvoirs. On se souvient comment il traitait François Fillon de collaborateur, et puis avec la relégation ou la marginalisation du Parlement de cette façon aussi. Vous citez Bourdieu dans votre livre, qui dit « La beauté est un langage par lequel on est parlé plutôt que l'on ne parle ». Je la trouve extrêmement incisive, cette formule, et en même temps, elle montre bien la cruauté de ce qu'est la beauté. C'est quelque chose qui est dit sur nous avant même qu'on puisse parler, et qui est dit presque à notre insu. Voilà. Alors, cette phrase, elle est très belle, et en effet, c'est un langage qui en dit beaucoup de nous, de notre, comme je l'évoquais tout à l'heure, de notre appartenance sociale, de notre hérédité aussi, biologique bien sûr, parce que on porte les traits de nos parents ou de l'un de nos parents, etc. Donc il y a une double hérédité dans l'apparence, une hérédité biologique bien sûr, à travers la couleur des cheveux, des yeux, etc. Mais aussi une hérédité sociale, c'est-à-dire que les corps qui sont les nôtres, sont pour partie, en effet, le fruit de cette alchimie mystérieuse. Mais en même temps, il y a aussi, en fonction de l'appartenance sociale, une construction sociale des corps. Les corps ne sont pas les mêmes selon la classe à laquelle on appartient. Les individus qui appartiennent à des classes privilégiées ne vont pas pratiquer les mêmes activités sportives, ils ne vont pas manger de la même façon, ce que montre très bien, par exemple, Bourdieu dans son livre. C'est quand même un très beau livre qui n'est pas accessible nécessairement pour tous, mais qui est La Distinction, ce livre qui marque bien cette analyse des jugements de goût. Et comment cette hérédité sociale, elle façonne les corps. On sait bien que dans les classes sociales privilégiées, souvent les individus sont plus grands. Ils sont plus élevés en stature que dans les classes sociales moins privilégiées. Là aussi, que la taille, elle évolue dans le temps. Les études sur la conscription, par exemple, au XIXe siècle, ont permis de montrer qu'entre le XIXe siècle et le XXe siècle, évidemment, les gens aujourd'hui sont plus grands qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Donc il y a des évolutions morphologiques qui sont aussi sociales et culturelles, mais qui sont aussi liées évidemment au progrès économique, à la façon dont on se nourrit. L'alimentation joue pour beaucoup évidemment dans la bonne santé et dans la sveltesse. Et puis donc tout cela façonne des corps différenciés selon son appartenance sociale. Et puis au-delà de cette hérédité, malgré tout, Bourdieu dit le corps dit de nous beaucoup de choses, mais il dit aussi que l'on peut aussi travailler ce corps, travailler cette apparence. Le corps, c'est un héritage
il y a une dimension naturelle, mais c'est aussi une conquête. On peut façonner son corps. On peut le façonner par des pratiques sportives, des pratiques cosmétiques. On peut se coiffer différemment. C'est aussi une forme de soumission à la doxa des apparences. On est inévitablement prisonnier... De travailler son corps, de s'affamer pour rentrer dans les canons de beauté, de passer des heures à transformer sa nature. C'est aussi une aliénation. C'est une forme d'aliénation, mais on est toujours aliéné par la société et par les cultures ou subcultures auxquelles on appartient. C'est-à-dire que, évidemment, les codes culturels ne sont pas les mêmes dans le 16e arrondissement et dans le 19e arrondissement. En fonction des cultures, entre les bourgeois et les bobos, les bourgeois bohèmes, vous n'avez pas les mêmes codes culturels, vous n'avez pas les mêmes codes vestimentaires. Et donc, les individus, en fonction aussi de leur naissance, de leur hérédité, vont se conformer à ces codes-là, ou au contraire, ils vont vouloir les renier, les transgresser. Donc on voit bien qu'on se définit toujours d'une façon ou d'une autre par rapport à l'ordre social auquel on appartient et dans lequel on est inscrit. Donc cet ordre, il est par définition un peu aliénant. Mais ça ne veut pas dire pour autant, me semble-t-il, qu'on ne peut pas exercer une forme de libre arbitre, malgré tout, dans nos choix. On peut quand même conscientiser un minimum de nos choix et essayer d'objectiver la façon dont on s'habille. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? On le voit bien, par exemple, dans la pratique du tatouage. Comment ? Alors là, on est loin de la politique. C'est intéressant. Mais le tatouage, pendant très longtemps, le tatouage, ça a été un marqueur de la déviance sociale. Qui était tatoué ? C'était les marins, les prostituées, les forçats, les bagnards. Bon, on voit bien une forme de population qui était globalement stigmatisée et qui marquait à travers ce tatouage, évidemment, leur relégation sociale. Aujourd'hui, on voit bien que, à contrario, le tatouage s'est banalisé, c'est devenu presque une norme sociale dans une frange générationnelle et peut-être même au-delà, et que cette démarche-là, elle est à la fois, elle témoigne de la volonté pour ceux qui passent à l'acte d'une individualisation du corps, d'une réappropriation de leur corps, en quelque sorte, contre l'hérédité qu'ils subissent, mais en même temps que cette pratique largement aujourd'hui généralisée, elle est quand même socialement marquée, socialement inscrite. Elle a émergé, il y a 10-15 ans, massivement. Donc on voit bien que... Il y a l'envie aussi de reprendre le contrôle sur son corps avec le tatouage, c'est ça ? C'est ça, cette volonté de... Oui, donc c'est un exemple de comment on peut reprendre du contrôle sur son corps sans être dans une aliénation ou une course mais en même contre temps... la montre, parce qu'on va aussi vieillir et ça... Enfin, on peut essayer d'en atténuer les effets, mais il y a quand même quelque chose, c'est un combat perdu d'avance, On va pas garder toute notre vie, notre tête des 25 ans. Voilà, bien sûr, mais il y a cette volonté On vit dans des sociétés individualistes et donc on a envie aussi, jusque dans notre corps, d'affirmer cette individualité qui est la nôtre, oui, c'est notre vrai, singularité. Avec les habits, etc. Voilà. Ouais. Et en même temps, ce souci de soi, ce désir d'individualisation, il est aussi quand même dépendant des mutations sociétales. C'est-à-dire qu'on voit bien, malgré tout, que par ce recours à des pratiques comme celle du tatouage, individualisantes, elles témoignent malgré tout d'un phénomène social massif qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Donc, on s'individualise, mais on est en même temps prisonnier, en quelque sorte, d'une norme sociale qui, aujourd'hui... on vit toujours avec les autres. Voilà, et on subit toujours le poids des normes sociales, malgré tout. Dans votre livre, vous développez un concept qui est celui du capital esthétique, qui, je trouve, très intéressant, parce que ça montre qu'il n'y a pas... il y a un discours aussi parfois un peu hypocrite, je trouve, en ce moment, sur les questions des beautés. Et il y a aussi quand même une réalité qui est un type de corps, un type d'apparence représente un capital supplémentaire pour cette personne. Et donc, c'est une richesse supplémentaire pour cette personne. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces critères, d'ailleurs, qu'on trouve ça beau, parce qu'il y a des gens qui trouvent vraiment beau des choses, des personnes, pas des choses, mais des personnes hors canon de beauté. Mais, en tout cas, les personnes dans les canons, elles ont cette richesse, une longueur d'avance quand même sur les autres. Donc, c'est intéressant cette notion de capital esthétique, parce qu'on sort du simple goût. Oui, le capital esthétique, c'est un élément, justement, là encore, qui est... C'est ambivalent. On voit bien qu'ici, on est dans une zone très ambivalente, parce que la beauté pour la beauté, aujourd'hui, elle est stigmatisée. Regardez les concours de beauté, les concours de Miss, c'est stigmatisé un petit peu parce que, et encore on voit bien que ces concours de Miss ont dû s'adapter. Les candidates, elles ne peuvent plus apparaître seulement belles, il faut aussi qu'elles aient des engagements caritatifs, qu'elles aient des diplômes, etc. Donc il y a une suspicion qui entoure la beauté pour la beauté, qui est socialement partagée. Et en même temps, on voit bien que la beauté constitue quand même toujours un atout
dans la vie sociale comme dans la vie politique. De nombreux travaux, notamment américains, ont montré que ce capital esthétique avait d'importantes conséquences dans la vie sociale parce qu'il favorise les plus beaux et les plus belles. Il les favorise sur le plan professionnel. Il y a un auteur américain qui avait estimé que les plus beaux les plus belles pouvaient gagner 200 à 300 000 $ de plus tout au long de leur carrière par rapport à ceux qui étaient moins... Ah, quand même. Oui, c'est pas négligeable. Donc, les plus beaux réussissent déjà mieux à l'école parce qu'ils sont entourés de plus d'attention de la part des maîtresses, des maîtres et des maîtresses, on ne dit plus ça, des instituteurs ou des institutrices. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est une réalité. Il y a des formes de discrimination ça va très loin, jusque dans les prétoires, jusque dans les enceintes de tribunaux. Des travaux américains ont montré que les plus beaux et les plus belles, là aussi, souvent avaient des peines moins lourdes que ceux qui avaient une apparence moins avantageuse. Donc, il n'y a aucun espace de la vie sociale qui échappe à l'emprise de la beauté, aux dividendes qu'apporte la beauté dans la vie sociale. C'est intéressant et c'est important de le souligner parce que c'est une forme de discrimination, mais une discrimination qui est invisible, dont on ne parle pas ou très peu. Et donc, il faut avoir conscience de cela parce qu'on sait bien que les plus beaux, globalement, réussissent mieux. Pourquoi ? Parce qu'on les crédite aussi de plus de qualité que les autres. Ils sont crédités d'être plus intelligents, plus honnêtes, plus sincères, plus empathiques, etc. Et donc on voit bien que, non contents d'être beaux, on leur prête encore d'autres qualités supplémentaires qu'ils n'ont pas nécessairement, mais qui, de toute façon, les valorisent dans les interactions sociales. Et donc on voit bien que toutes ces qualités, ce capital esthétique, il fonctionne à plusieurs niveaux, mais de façon cumulative. Et en politique, évidemment, il a aussi son importance parce que plus intelligent, plus honnête, plus sincère, ce sont là quand même des critères qui ne sont pas négligeables quand on fait de la politique. C'est sûr. Et ça me fait penser à cette jeune femme brillante qui a été la plus jeune femme élue au Parlement américain, Alexandra Ocasio-Cortez. Oui. Voilà, AOC. Il y a un documentaire sur Netflix qui a été réalisé sur toutes ces femmes qui ont essayé de briguer l'élection au Parlement à ce moment-là. Et c'est elle, la seule, qui réussit à se faire élire. Et on peut pas s'empêcher de se demander quand on regarde ce documentaire. Alors je parle avec plein de précautions et je vais bien exprimer ma pensée parce que je veux pas dire des choses horribles que je ne pense pas. Mais quand on regarde ce documentaire, on est frappé que c'est la seule qui parvient à se faire élire et c'est la seule qui, en plus d'être brillante, de mener une grande campagne, en plus d'être combative, en plus d'être courageuse, en plus d'être dotée d'un grand sens politique, elle est d'une beauté époustouflante. Elle est vraiment... et on se dit quand on la regarde, est-ce que pour se faire élire avant 30 ans, il faut comme elle surperformer sur tous les tableaux. Et est-ce qu'elle aurait été élue si elle n'avait pas été aussi belle ? Je suis triste de devoir me poser cette question. Elle n'a pas été élue parce qu'elle est belle, hein. Attention. Voilà. Attention. Vous avez raison, elle n'a pas été élue parce qu'elle est belle. Bien sûr. Mais... Non, elle en a dans le cerveau, hein, ça c'est sûr. Voilà. Vous avez raison de souligner ça parce que je ne pense pas qu'on est élu parce qu'on est beau ou belle. Ah non. Mais ce que je voulais montrer dans mon livre, c'est que la beauté peut constituer un adjuvant. Ça peut, c'est pas automatique non plus, mais ça peut, enfin ça constitue globalement un adjuvant. Alors c'est difficile pour Alexandria Ocasio-Cortez, en effet. J'ai pas vu ce documentaire, mais vous avez raison de souligner que elle est talentueuse. Elle a de multiples talents et elle a en plus, évidemment, cette beauté que vous évoquez. Elle a un sens aussi des coups politiques. J'ai écrit un petit texte sur sa fameuse apparition au gala du Met lorsqu'elle avait cette robe avec Tax the Rich. Oui, si vous vous génial. souvenez de ça, cette opération qui est un formidable coup de communication. Comment le vêtement et à la fois le message, comment à travers ce vêtement qui la moule magnifiquement sur cette robe blanche, Tax the Rich en rouge, d'un rouge sanglant, et bien comment elle véhicule un message qui a longtemps été celui du Parti démocrate et qu'il convient de faire payer davantage les riches parce qu'on le sait bien avec Trump, dans le régime plutocratique qu'a incarné et qu'a mis en place Trump, les riches ont bénéficié de nombreux avantages fiscaux aux États-Unis, accélérant finalement l'asymétrie entre les plus pauvres et les écarts entre les plus pauvres et les plus riches. Alors, bien sûr, la beauté d'Alexandria Ocasio-Cortez ne la dessert pas. C'est une évidence. Et on peut même dire qu'elle la sert, vraisemblablement.
c'est probable aussi, même quand on regarde les femmes politiques en France, elles sont toutes... Enfin, je suis désolée, j'ai l'impression d'être chez Bourdin, du coup, de juger l'apparence des femmes politiques. Mais c'est pas pour les objectiver, c'est sans doute pour dire qu'elles ont été poussées à performer la féminité à l'intérieur de ces canons. Parce que même si on voit, je sais pas, Ramayad, Najat Vallaud-Belkacem, NKM, Schiappa, c'est toutes des jeunes femmes... dans les canons de beauté. Est-ce que le jour où on aura vraiment une société démocratique, c'est quand on aura des personnes jugées hors canon ou même des personnes grosses au pouvoir, des femmes grosses. Ça, là, ce serait vraiment une avancée. Mais on a le sentiment que pour être une femme en politique, il faut rester quand même agréable à regarder. Il y a quand même une forme de sexisme. Oui, mais c'est valable aussi aujourd'hui pour les hommes, d'une certaine façon. Bien sûr, là aussi, je crois qu'il y a un tournant qui a été opéré, parce que c'était moins le cas auparavant, quand même, en 2007, avec Nicolas Sarkozy. On se souvient, quand Nicolas Sarkozy est élu, il joue la carte de la pipolisation politique, et Patrick Buisson, son ancien conseiller, son éminence grise, qui venait de l'extrême droite, du journal Minute, a écrit dans son livre « La cause du peuple » cette phrase. On sait qu'il avait enregistré, si vous vous souvenez, les propos de Nicolas Sarkozy, en off. Sarkozy, il met dans la bouche de Sarkozy cette formule, apocryphe ou pas, difficile à dire, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy aurait dit écoutez, avec Rama et Rachida, donc Ramayad et Rachida, on va leur en mettre plein la vue. Gérard Larcher, c'est pas possible, il est trop laid. Pour ça lui ressemble, ministre. on l'imagine bien dire ça. On l'imagine assez bien dire ça. Lui ressemble, ouais. Donc Gérard Larcher, c'est pas possible, il est trop laid. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que Nicolas Sarkozy construit son gouvernement selon une logique qui est aussi, pas seulement, mais qui est aussi celle du casting, en quelque sorte. Donc on voit bien que l'apparence, l'esthétique peut constituer un filtre, évidemment, en amont de l'élection, en amont, qui permet de sélectionner certains candidats plutôt que d'autres, ou certains ministres plutôt que d'autres. Simplement, ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, que ce soit dans le milieu politique, globalement, au sommet de l'État, ou même à la télévision, si vous regardez les journalistes, vous avez une incroyable homogénéisation des corps. Que ce soit des corps masculins ou des corps féminins. Regardez les journalistes aujourd'hui, ils sont tous conformes, ou presque, à des standards de la beauté contemporaine. Et est-ce que c'est parce qu'ils s'y conforment, vous croyez, à coup de travail sur soi, d'heures passées à la salle de sport ou ailleurs ? Ou est-ce qu'il y a une sélection de ceux qui n'y ressemblent pas ? Peut-être les deux ? Il y a nécessairement des formes d'ajustement. Les individus travaillent leur apparence pour se conformer au rôle qu'ils convoitent. C'est valable pour les journalistes sans doute comme pour les acteurs politiques. Mais il y a aussi évidemment une sélection qui s'opère, consciemment ou inconsciemment, de la part des dirigeants sur et par l'apparence des compétiteurs, là, des journalistes ou des politiques, si vous voulez. Donc, il y a une forme de discrimination, à mon avis, qui est à l'œuvre. Elle n'est pas nécessairement avouée, elle n'est pas nécessairement consciente, mais, à mon avis, elle fonctionne dans la vie sociale, et dans ces champs particuliers. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la grossophobie aussi dans le milieu politique. Très récemment, il y a rien qu'à voir comment Marlène Schiappa a été, je pense on peut dire, harcelée sur les réseaux sociaux à cause de sa supposée prise de poids. On se souvient de quand François Hollande menait campagne, qu'on l'appelait Flamby. J'ai l'impression que c'est une des arènes où la grossophobie est presque acceptée dans la société. En politique, En politique, oui. Je ne sais pas si... moi, je pense qu'il y a globalement, et le champ politique n'est plus épargné par cela. Alors, bien sûr, Gérard Larcher peut toujours afficher un embonpoint de sénateur. Oui, mais c'est un sénateur, on lui pardonne. Donc, c'est ça, on a une autre image. On voit que la construction des corps, elle est aussi... c'est pas anodin, si vous voulez. L'embonpoint, il est tolérable au Sénat parce que c'est la France des terroirs, c'est une certaine représentation. C'est les grands déjeuners. Voilà, c'est les banquets républicains, et on est sur cette représentation. Et les élus du Sénat sont élus, non pas au suffrage universel direct, mais ils sont élus par un collège de grands électeurs, eux-mêmes largement issus des communes, pas tous de la ruralité, mais quand même. Donc on a une représentation des corps qui n'est pas du tout la même, par exemple, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Déjà en termes d'âge non plus, le Sénat, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée qu'au Sénat, etc. Globalement, la grossophobie, comme vous l'appelez, elle n'est pas tout simplement présente dans le champ politique, elle est présente dans toute la société contemporaine. Aujourd'hui, il y a
c'est un combat, en quelque sorte, qui s'opère, on le voit bien à travers la multiplication des salles de sport, c'est un combat entre la grâce et la graisse, pour faire simple. Mais on peut être... Non, attendez, je suis obligé de vous couper, on peut être gracieux avec de la graisse. Non. C'est juste une formule. Oui, mais les mots ont un sens, allez-y. Mais pour caricaturer, c'est un peu ça qui se joue dans l'univers je dis pas que c'est ça, mais dans l'univers des représentations mentales, dans l'univers des représentations collectives. C'est-à-dire que vous avez une stigmatisation du corps gros. C'est pas quelque chose de neuf. La lipophobie, en quelque sorte, elle est attestée dans les sociétés contemporaines depuis 20 ou 30 ans facilement, mais elle s'accroît, cette lipophobie. Simplement, comment dirais-je, bien sûr, elle a pour caractéristique, cette lipophobie, d'imputer l'obésité éventuelle aux individus. Les individus qui sont en surpoids sont accusés de ne pas maîtriser leur passion alimentaire, leur pulsion alimentaire. Oui, d'être faible ou de se laisser aller. Voilà, c'est ça. Et donc, on l'a vu avec François Hollande, par exemple, pendant sa candidature en 2012, il se soumet à un régime amincissant. Ce régime, qu'est-ce qu'il veut dire ? Bien sûr, ça peut renvoyer à des considérations narcissiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit sa préoccupation majeure. Il a d'abord des considérations politiques, il veut être élu. Donc ce régime minceur, il nous dit quoi ? Il nous dit, contrairement en effet, il s'agit de retourner le stigmate, il était qualifié de Flamby, de fraise des bois, etc. Tout un certain nombre de surnoms qui l'associaient ou associaient son apparence à l'indécision ou à la mollesse. Or, on ne peut pas prétendre gouverner en étant mou et en étant indécis. La représentation du pouvoir politique de la présidence de la République suppose une posture d'autorité, être capable d'intervenir dans le conflit ukrainien, d'aller voir Poutine, d'instaurer un rapport de force, de gérer des tensions énormes. Bon. Donc on ne peut pas avoir cette image de mollesse ou d'indécision quand on prétend incarner l'État. Donc la stratégie de Hollande, c'est aussi de signifier, par la métamorphose de son corps, qu'il est prêt à incarner l'État, à endosser la fonction, en se soumettant à ce régime, qui veut dire sur le mode, regardez, je suis capable de maîtriser mes pulsions, mes passions alimentaires, et parce que je suis capable de cet effort, de cette ascèse, je suis aussi capable, évidemment, de maîtriser mes émotions, et je serai capable, d'une certaine façon, d'assumer la responsabilité politique. Et puis ce corps, c'est aussi une façon de signifier la mue du présidentiel. Il change de peau, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il se construit une posture et une image de présidentiable. Ce qu'il n'avait pas quand il était doté de 3% d'intention de vote. C'est quand même dingue que ça tienne à ça. Enfin, c'est passionnant de vous écouter parler, mais je me suis dit aussi, c'est désespérant. Est-ce qu'on est si naïf de se dire qu'un petit régime, une personne a changé de personnalité ? Enfin, je me dis, il y a quand même quelque chose de triste là-dedans. Non, c'est... Tout ça, ce qui compte quand même, c'est la force du caractère, les idées, les convictions, les connaissances. L'enveloppe corporelle, ça devrait pas être si important. Alors, c'est pas nécessairement si important que ça, si vous voulez. C'est difficile à évaluer l'importance du poids des apparences. Mm-hmm. Simplement, ce que fait Hollande, on ne l'objective pas. La plupart des électeurs ne se disent pas ce que je viens de vous dire. Oui, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Ça fonctionne à un niveau inconscient. Mm-hmm. Parce que s'il faut bien tenir compte de ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure du poids des programmes. Il y a cette représentation qui prétend faire de nous des électeurs rationnels, ce qui est totalement faux. L'élection, les électeurs ne sont pas des électeurs rationnels. Bien sûr, ils vont arbitrer le jour dans l'isoloir éventuellement entre tel ou tel candidat, mais c'est pas pour autant que ce sont des électeurs rationnels. Ils peuvent décider de faire un vote utile. Ça a été le cas, par exemple, pour Mélenchon. Là, il y a eu un certain nombre d'électeurs qui ont décidé de faire un vote utile plutôt que de porter leur préférence sur soit Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, en estimant qu'ils n'avaient aucune chance et donc qu'il fallait mieux porter sa voix sur un candidat qui, lui, serait susceptible potentiellement d'être présent au second tour. C'est là, ça relève d'une forme de rationalité minimale dans l'acte de vote. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des éléments inconscients, massivement inconscients, qui ont pu inciter les électeurs à voter pour tel ou tel candidat. Je vous prends une étude qui a été faite en 2007 par les chercheurs du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po Paris. En 2007, ils mènent une étude assez complexe pour essayer justement d'analyser le poids des programmes par rapport à l'image. Et leurs conclusions sont quand même assez stupéfiantes. Concernant Nicolas Sarkozy, ils montrent que les intentions de vote pour Nicolas Sarkozy
sont multipliées par 4 lorsque les électeurs adhèrent à une qualité associée au candidat, donc autorité, expertise, empathie. Ces mêmes intentions de vote ne sont que de 1,5 lorsque les électeurs se rallient à un point du programme du candidat. Donc vous avez une asymétrie de 4 à 1,5 entre l'image et le programme. En fait, l'image d'un candidat surperforme. Oui, là, c'est quand même une qualité de sa personnalité. Vous dites là, oui, c'est pas que. C'est pas que beau ou l'apparence. moche, ouais, c'est ça. Non, l'image, bien sûr, c'est pas simplement la beauté. Oui, c'est aussi la représentation qu'on se fait d'une personne. C'est la représentation, ce sont ses qualités, c'est aussi son positionnement politique. Mais comment opérer un tri entre ce qui relève de l'apparence physique du candidat, parce que l'apparence physique du candidat, elle conditionne aussi la perception des qualités dont on le crédite. Nicolas Sarkozy, il a toujours travaillé son apparence, cette façon de parler, à travers son discours, nettoyer les cités au Karcher, tout ça, une posture viriliste, presque une virilité mascarade, mais qui visait à dénoter ou à suggérer de façon insistante une image d'autorité, une image sécurisante pour une politique sécuritaire. Mais tout ça, ça rassurait un certain nombre d'électeurs, et cette image-là, il l'incarne aussi dans sa manière d'être. En quelque sorte, il faut qu'il y ait une adéquation. Oui, c'est comme Poutine avec ses photos torse nu sur des chevaux, là, de la masculinité à l'ancienne. Exactement, c'est ce que des collègues politistes ont appelé une forme de virilité mascarade, qui est une virilité surjouée, totalement paroxystique en quelque sorte, qui ne correspond plus réellement, évidemment, à la virilité mascarade de Poutine. Peut-être qu'elle fonctionne en Russie parce qu'elle est en phase avec les codes de la société russe. Elle est évidemment beaucoup moins performante en France parce qu'on a aussi d'autres représentations aujourd'hui, évidemment, du pouvoir politique et de la société. Le pouvoir, il ne s'incarne plus, et même la virilité s'incarne encore dans certaines subcultures sur ce mode-là, mais beaucoup moins qu'hier. Je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. Je vous laisse réfléchir au concept de virilité mascarade. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous interroger sur le poids des apparences en politique avec François Ourmand, qui est professeur de sciences politiques et auteur de Pouvoir et beauté. Alors, il y a un aspect que j'aimerais qu'on aborde ensemble, que je trouve extrêmement intéressant. Dans votre livre, vous abordez pourquoi est-ce que les gens de droite sont souvent jugés conventionnellement plus beaux que les gens de gauche. En fait, être conventionnellement beau, ça rend de droite. Alors, là-dessus, oui, c'est une étude finlandaise qui s'est penchée sur cette partition entre la droite et la gauche. Auparavant, d'ailleurs, cette même équipe de chercheurs finlandais avait mené une étude justement pour essayer, je vais répondre après à la question de droite-gauche, pour essayer de chiffrer le poids de la beauté, justement, en politique. Et dans leur étude, donc Niklas Begren et les chercheurs qui l'accompagnaient ont réussi à souligner que la plus-value esthétique oscillerait de 17 à 20% selon la nature des élections. C'est-à-dire que les beaux candidats ou candidates pourraient bénéficier d'une plus-value allant de 17 à 20% lors des élections municipales ou législatives. 17% pour les élections municipales. 17%, ça veut dire qu'ils auraient 17 points de voix supplémentaires ou ils pourraient capitaliser, en effet. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire jusqu'à 20%, c'est-à-dire 1/5. Ça peut apporter 1/5 de voix. Alors vous vous imaginez bien que quand les élections sont serrées. Oui, ça change tout. Que vous avez des élections présidentielles. Pensez à l'élection présidentielle de 1974, où l'élection se joue à 500 000 voix. Entre Mitterrand et Giscard en 1974. 500 000 voix sur 40 millions d'électeurs, c'est rien. Il suffit de peu de choses pour faire basculer l'élection d'un bord à l'autre. Peut-être qu'en effet, une plastique plus avantageuse à ce moment-là, comme Kennedy finalement en 1960 face à Nixon. On cite souvent cet exemple du débat télévisé entre Nixon et Kennedy, où Nixon, évidemment, fait piètre figure, en tout cas, apparaît moins séduisant que Kennedy lors de ce débat. À quoi il ressemblait, Nixon ? Je ne sais pas. Il était, en plus, le jour de cette émission, il était un peu souffrant, il n'était pas très en forme, il avait
col de cravate qui bâillait un petit peu, il commençait à être mal, enfin on voyait sa barbe qui réapparaissait, il aurait eu besoin d'un petit coup de rasoir avant d'apparaître. Puis à côté de ça, vous aviez un Kennedy resplendissant, Ouais. donc une sorte de stéréotype d'incarnation de la beauté masculine des années 60. Donc vous aviez un différentiel esthétique énorme entre les deux, enfin énorme quand même. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui avaient regardé le débat Nixon-Kennedy à la télévision avaient trouvé que Kennedy avait été bien meilleur que Nixon. Alors que ceux qui l'avaient écouté à la radio étaient beaucoup plus nuancés. Et avaient trouvé Nixon pas si mauvais que ça par rapport à Kennedy. Donc on voit bien que l'image de Kennedy, enfin la confrontation des images à la télévision avait privilégié le plus beau. Alors que ce poids de l'image, évidemment, n'étant plus présent à la radio, eh bien, avait été moins inopérant. Des podcasts pour plus inopérant. On parle directement du cerveau au cœur aussi. C'est vrai, on n'est pas dérangé par l'image. Ah, mais en même temps, il y a la voix. C'est vrai. La voix fait partie aussi des attributs de séduction. On va en parler, mais alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir à cette étude finlandaise sur le lien entre être jugé conventionnellement beau et être de droite ? Alors, cette étude, elle montre en effet que globalement, les candidats conventionnellement beaux, qui répondent à un certain nombre de critères conventionnels de beauté, sont surreprésentés à droite plus qu'à gauche. Bon. Alors comment expliquer cette disparité entre la droite et la gauche ? Globalement, les auteurs, alors c'est un peu compliqué parce que là aussi c'est tout un processus social d'intériorisation d'un certain nombre de normes qui est en jeu. Les gens qui appartiennent globalement à des milieux plutôt privilégiés, qui sont aussi qui héritent d'un physique avantageux. Alors ça c'est pas lié à une appartenance de classe, mais les gens qui héritent d'un physique plus avantageux que les autres seront, on l'a vu, crédités de davantage de qualité. Ils réussiront mieux aussi dans la vie sociale, professionnelle, amoureuse. Globalement, ils réussissent mieux sur tous les plans. Et donc, ils attribuent cette réussite qui est la leur à leur propre mérite, à leur mérite propre. C'est ça. Ils ont une vision, moi j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Ils ont une vision, en effet, très individualisante et conforme finalement à l'idéologie libérale ou néolibérale, en quelque sorte. Et donc, ces gens qui réussissent mieux, qui imputent leur réussite à leurs propres compétences ou à leurs propres qualités, sont aussi enclins, évidemment, à adhérer à des politiques moins égalitaires en termes de redistribution des ressources ou des richesses. Et donc, ils rallient plus volontiers les partis politiques plus conservateurs, plus libéraux. Et donc, ils sont aussi plus surreprésentés au sein de ces partis politiques. Qu'ils y restent. Pardon. Voilà un petit peu la lecture, enfin le mécanisme qui peut permettre, je ne dis pas que c'est un mécanisme qui peut permettre d'expliquer cette disparité. Mais là encore, il faut toujours faire très attention à ne pas vouloir toujours systématiser. Non, bien sûr, on comprend. On oscille toujours ici sur une ligne de crête où on a envie de comprendre le monde, donc de pouvoir nommer des choses. Oui. Mais forcément, quand on essaie de nommer des choses, eh bien, on essentialise un tout petit peu, mais on est et puis, vous avez aussi des gens beaux à gauche. Bien sûr, évidemment. C'est vrai que cette tendance, elle est intéressante. Vous parliez tout à l'heure du rôle de la voix en politique, qui, je pense, est très importante. Et c'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans votre livre. Et vous donnez un exemple tragique de l'histoire en expliquant que les dictateurs, en fait, ont souvent des grandes qualités de comédiens, ou d'orateurs, évidemment, mais aussi de comédiens. C'est le mot que vous employez, ce que je trouve intéressant. Et vous dites que Hitler avait une voix extrêmement charismatique, par exemple. Alors, on a beaucoup parlé sur le cas d'Hitler. Bon. Hitler travaillait sa gestuelle, il travaillait sa voix. Il prenait des cours de théâtre. Il travaillait sa gestuelle. Alors, est-ce qu'il prenait des cours Oui, c'est peut-être une... Mais en tout cas, il préparait ses interventions, notamment les grandes liturgies auxquelles il participait, pour justement imposer une image. Mais il n'était pas le seul. Mussolini, à sa façon, se mettait en scène, lui aussi, à travers son corps. Parfois, on le voyait torse nu, pour incarner une certaine forme de virilité, un petit peu sur le même mode que Poutine plus tard. Il arborait parfois des uniformes, mais le plus souvent, surtout à la suite, il se sanglait essentiellement dans une chemise noire, la chemise noire qui va devenir le symbole même du fascisme italien. Donc, tous les leaders politiques, souvent, en tout cas ces dictateurs, jouent sur le poids des apparences, à travers l'uniforme, par exemple, à travers une gestuelle, une mise en scène de soi,
qui n'explique pas tout, encore une fois. Mais disons qu'Hitler, lors de ces grandes cérémonies, de ces grandes liturgies politiques, se met en scène, mais il joue surtout dans ces grandes mises en scène, à travers tout un décorum, sur un rapport émotionnel à la foule. Ce qu'il mobilise d'abord et avant tout, c'est pas la raison, c'est l'émotion. Et l'émotion est au cœur de ces dynamiques totalitaires, de ce point de vue. Et c'est par l'émotion que ces dictateurs réussissent à susciter non pas seulement de la peur, de la contrainte ou de la violence, mais aussi de l'adhésion, de l'engouement. Aucun pouvoir politique, quel qu'il soit, y compris les régimes autoritaires, ne peuvent survivre par le seul recours à la force, par le seul recours à la violence. Ils doivent aussi susciter de l'adhésion, ils doivent susciter du consentement de la part des populations. Et donc, toutes ces cérémonies politiques grandioses, qui furent celles des États totalitaires, contribuent aussi à cette adhésion des masses à l'égard du Führer, à l'égard du leader, quel qu'il soit, du guide, quel que soit son nom. On se souvient de la campagne, par exemple, de 2007, c'était Ségolène Royal, où elle avait été moquée pour avoir une voix trop aiguë, jugée trop aiguë. C'est aussi le reproche qu'on a fait à Hidalgo lors de cette campagne aujourd'hui. Macron, en meeting en 2017, avait été moqué quand il avait eu la voix éraillée en fin de meeting pour dire « parce que c'est notre projet ». La voix, on a l'impression que la seule voix qui est acceptée en politique, c'est une voix masculine, rauque, assurée. Et dès qu'on déjoue un peu de ça, parce qu'on est une femme déjà, juste, donc on n'a pas cette voix, c'est problématique. Oui, là aussi, des travaux américains. Les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur ces questions, beaucoup plus qu'en France. C'est ce qu'ils appellent le syndrome Barry White. Tout le monde connaît Barry White, le chanteur à la voix extrêmement grave. Et globalement, en fait, une voix grave constitue en effet une plus-value sur le plan esthétique, parce que la voix participe évidemment de l'image d'un candidat. Là, on n'est plus dans l'apparence, mais c'est l'image au sens large du terme, et des qualités de séduction qui peuvent émaner d'une voix plus grave, alors qu'à contrario, en effet, des voix un petit peu aiguës, qui sont aussi agressives pour l'oreille, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, il y a une esthétisation de la voix, une esthétique de la voix. Vous avez des voix enveloppantes, des voix charnelles, et vous qui faites de la radio, vous en êtes consciente, je suppose. Quand vous écoutez la radio, certaines voix passent très bien, et d'autres le sont beaucoup moins. Et donc la voix participe aussi de ces logiques de séduction qu'on évoquait tout à l'heure, et qui sont indissociables du personnage et des candidats. Et donc, il y a cette dimension-là, et c'est pas sans raison que les acteurs politiques, souvent, hommes ou femmes politiques, vont travailler leur voix, vont prendre des cours de diction, prendre des cours de chant, justement, pour essayer d'avoir une voix un peu moins dans les aigus. Mais ce qui nous renvoie encore à cette idée que la voix, comme le corps, même si elle est héritée, cette voix, elle se travaille. Il n'y a rien qui ne puisse être travaillé de ce point de vue. C'est quand même politiquement chargé que les voix qui soient jugées attirantes sont celles qui sont Barry White, graves, qui sont des voix masculines. Enfin, c'est pas neutre. Oui, parce que si on était dans un autre type de société, dans une autre organisation, dans un monde qui serait pas patriarcal, peut-être qu'une voix grave, on la jugerait désagréable, on la jugerait méprisante. Enfin, c'est tout possible, ça, c'est bien sûr, mais c'est évident que là aussi, ça renvoie en effet à un certain nombre de stéréotypes sociaux qui sont en effet le fruit d'une construction sociale. Comme les accents. Enfin, on considère que l'accent parisien est neutre, mais pourquoi il serait plus neutre qu'un accent du Sud ? Oui, il est neutre parce que... alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la voix, mais il est plus neutre, en effet, parce qu'il est dénué d'un certain nombre de caractéristiques. C'est ça qui fait sa neutralité relative. Oui, mais par exemple, les gens qui ont l'accent du Sud, quand ils nous écoutent parler, là, ils pensent que c'est nous qui avons un accent. Sans doute, mais disons que l'accent du Sud, il est plus circonscrit. C'est-à-dire que l'accent neutre parisien, bien sûr, il n'est pas parlé partout. Vous avez des accents régionaux qui sont plus ou moins marqués. Vous avez bien sûr l'accent méridional. Vous avez dans le sud-ouest, vous avez un accent aussi. Vous avez en Bretagne, vous avez des accents locaux, comme dans l'est de la France. Simplement, ces accents, malgré tout, ils singularisent. Ils singularisent ceux qui les véhiculent, ceux qui ont cet accent-là, et souvent encore, ils les stigmatisent. Parce qu'il y a en effet, largement, en France toujours, subsiste une coupure Paris-Province, et avoir un accent régional, c'est marquer une forme d'enracinement. Alors, sur le plan politique, c'est pas nécessairement mauvais,
parce que ça renvoie à cette idée d'enracinement. Jusqu'à un certain niveau. Voilà, de proximité avec les électeurs. Mais, malgré tout, c'est aussi, ça dénote une coupure par rapport aux sphères du pouvoir. Et ces sphères du pouvoir, elles sont concentrées à Paris. Et parce que le personnel politique, malgré tout, il appartient globalement, sociologiquement, aux classes moyennes supérieures. Vous avez aujourd'hui quasiment plus aucun député issu de la classe ouvrière. Donc vous avez aujourd'hui une homogénéité sociologique du personnel politique, globalement, issu diplômé, issu des classes moyennes supérieures. Et cette homogénéité sociologique, elle se traduit aussi par une forme d'homogénéisation sur le plan de la parole. Les hommes et les femmes politiques parlent tous de la même façon. Plus ou moins, à l'exception d'un Jean Lassalle ou d'un Menucci. Castex, où ça a été un immense... Castex, voilà, par exemple. Ça a été un événement d'avoir un Premier ministre avec un accent du Voilà, Sud. c'est ça. Oui, mais Castex, il faut bien voir quand est-ce qu'il arrive. Castex, il succède à Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a tous les codes du personnel politique contemporain, il a la stature, il a la trajectoire, c'est vrai qu'il est beau gosse. etc. Il a la trajectoire, c'est un énarque. Exactement, voilà, il vient. C'est un énarque, il est issu du sérail, etc. Bon, c'est un héritier, d'une certaine façon. Et à côté de ça, Macron le remplace par Jean Castex. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Castex a été remplacé, les journalistes, là aussi, qui jouent quand même un rôle important dans la diffusion des normes et des censures, parce qu'il y a un phénomène de censure qui passe par les journalistes. Les journalistes, ils se sont intéressés à quoi ? Ils se sont intéressés à la voix de Castex, qui le renvoie à son origine du Sud-Ouest, et à ses costumes mal taillés. Non, mais il y a de quoi être fou quand même par la superficialité de notre profession. Non, mais vraiment, c'est dingue. Et d'ailleurs, les caricaturistes aussi. Oui, mais les caricaturistes, oui, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Ils jouent là-dessus. Mais c'est toujours intéressant, les caricaturistes, parce qu'ils fonctionnent bien comme... ils ont une sorte de rappel à l'ordre des choses. En pointant un certain nombre d'éléments, ils soulignent aussi comment le champ politico-médiatique peut aussi parfois se focaliser sur des éléments qui peuvent paraître anecdotiques. En effet, que Jean Castex n'ait pas des costumes fités d'Emmanuel Macron et qu'il porte des costumes qui peuvent paraître datés, ça peut paraître totalement anecdotique, mais ça peut susciter l'intérêt des médias pendant un certain temps. Et de facto, ça détourne aussi l'intérêt d'autres éléments peut-être plus de ce qui nous prépare quand même comme politique. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des princes ou des impératrices ou des pharaons qui ne correspondaient pas au canon de beauté de l'époque ? Évidemment. Ce qui n'empêche pas que... Vous avez un exemple ? Oui, je vais vous donner un exemple, mais simplement, Toutankhamon, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît à travers le fameux... masque mortuaire en or, tout le monde a en représentation ce masque mortuaire qui donne à voir l'image d'un pharaon resplendissant. Pourquoi ? Parce que pharaon, c'est à la fois un dieu et un roi. Enfin, il a une double composante, pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Et en fait, quand on a exhumé la momie de Toutankhamon, aujourd'hui, avec les procédés technologiques, on s'est rendu compte que Toutankhamon n'était pas du tout ce modèle rayonnant qu'il paraissait être, au contraire, qu'il était affligé d'une dentition proéminente, qu'il avait un pied beau, lié à une maladie de dégénérescence des os. On a retrouvé plusieurs centaines de cannes dans son tombeau mortuaire. Donc en fait, il n'était pas du tout conforme. Alors, je ne connais pas quels étaient exactement les critères de la beauté 4000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, mais en tout cas, ils ne correspondent absolument pas aux critères de la beauté contemporaine, à travers cette dentition proéminente, ce pied beau, etc., cette démarche. Peut-être qu'à l'époque, c'était moins stigmatisant. C'était sans doute... Enfin, je ne sais pas si c'était moins stigmatisant, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait de savoir s'il était beau ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en dépit de son handicap, il y a eu cette volonté d'esthétiser le corps du roi. Il y a une volonté d'esthétisation politique, et cette volonté d'esthétisation politique, elle traverse le temps. On la retrouve depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en passant par le règne de Louis XIV, où il faut toujours que le prince apparaisse beau, resplendissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une construction du prince en majesté. L'une des caractéristiques, évidemment, du pouvoir, lorsqu'il n'est pas démocratique, c'est évidemment la majesté du pouvoir. Et cette majesté,
elle repose sur ce que le philosophe grec Xénophon avait appelé la politique de l'éclat. Il faut que le prince rayonne, quel que soit son statut à ce prince, il faut qu'il rayonne. Et donc, il y a autour du prince tout un travail de construction des apparences qui vise à asseoir par sa beauté, par sa splendeur, par la munificence des habits, des soieries, de toutes les pierres précieuses qui peuvent venir lester les vêtements du prince, une volonté de rayonner au sens propre comme au sens figuré pour incarner une forme de pouvoir politique, mais qui est aussi tendanciellement sacralisé. Il y a toujours cette volonté aussi de faire apparaître le prince plus grand et peut-être d'une essence différente que l'essence que simplement humaine. Ça me fait penser à une statistique que vous citez dans votre livre où vous expliquez qu'on surestime de 7 cm la taille de tous les présidents. On les imagine tous plus grands qu'ils n'ont été. Alors, globalement, en effet, là aussi, les enquêtes montrent que on trouve des contre-exemples en France parce que François Hollande ou François Mitterrand ou Nicolas Sarkozy n'étaient pas très grands. Mais globalement... Mais tout a été fait pour croire qu'ils étaient grands, comme Carla Bruni qui pose plus bas sur les photos. Exactement. Que lui. C'est-à-dire que vous avez une réalité d'une part qui est la taille, et plus on est grand, plus c'est une qualité esthétique. De Gaulle en jouait. Par exemple, on ne peut pas dire que De Gaulle se mettait en scène sur le même mode que Sarkozy, mais il jouait quand même de sa stature. Il faisait plus d'1m90. Et lorsqu'il se déplaçait dans ses voyages en province ou à l'étranger, il était toujours debout dans un véhicule décapoté. Pourquoi ? Pour asseoir cette image de verticalité. Pourquoi ? Parce que le pouvoir gaullien, c'est un pouvoir en surplomb. C'est l'imminence de l'incarnation gaulienne, une forme de grandeur politique qui n'est pas dissociable de sa stature physique. Bon. Mais on le voit bien aussi chez tous ceux qui n'ont pas la chance de faire 1m80 ou 1m90, la volonté de se grandir ou d'apparaître en tout cas plus grands qu'ils ne le sont par un certain nombre de subterfuges. Alors ça peut être des talonnettes, apparaître avec autour de soi des gens plus petits pour apparaître plus grands, être juché sur un fauteuil plus haut que les autres, etc. Ou en effet, dans les mises en scène, par exemple, de pareils matchs du couple Sarkozy-Bruni, Carla Bruni, les photos sont souvent photoshopées pour que soit Carla Bruni est en position pour qu'elle soit assise, soit la tête un peu posée sur l'épaule de son mari, ou alors une photo qui avait été beaucoup commentée du couple. Elle était sur la marche d'en dessous ou sur une plage, par exemple, lorsqu'ils sont sur une plage en Corse, on voit sur la couverture de Paris Match que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni font la même taille, a priori. Elle l'enlace, mais ils apparaissent de la même taille, alors qu'en fait, Sarkozy fait quand même 10 cm de moins. Donc ça a été photoshopé. Et alors justement, je voulais qu'on parle de cet aspect avant d'approcher de la fin de notre conversation, c'est qu'il y a une injustice, c'est que Paris Match, par exemple, retouche Nicolas Sarkozy pour qu'il apparaisse plus grand que Carla Bruni, etc. Aussi grand, tout au moins. Aussi grand. Mais la presse People, par contre, retouche beaucoup moins François Hollande pour qu'il apparaisse svelte, pour qu'il apparaisse, on va dire, à son avantage. On peut même dire que c'est pire que ça. Il l'humilie même. François Hollande a été humilié par la presse People comme jamais aucun président avant lui. C'est-à-dire que là, il y a quand même une vraie différence de traitement médiatique entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors, Nicolas Sarkozy, en effet, a bénéficié, comme Macron d'ailleurs, de couverture de match. En général, sur Paris Match, on est sur ce qu'on appelle une pipolisation plutôt promotionnelle. Les photos sont soignées, elles sont retouchées. Il y a une présentation des corps qui est valorisante. Mm-hmm. Rien n'est laissé à l'approximation. Enfin, tout ça fait partie d'une lecture des corps et de code photographique, d'une écriture photographique qui est assez conventionnelle. Dans la presse People, au contraire, on est sur un autre registre d'écriture photographique qui est plutôt celui de la dégradation des corps, mettre en scène des corps où on va pointer. Alors, pendant longtemps, c'était la cellulite de Britney Spears ou que sais-je. Avec François Hollande, il y a une sorte de tabou qui est brisé, c'est-à-dire que, d'une part, on se souvient de la fameuse couverture de Voici, je ne sais jamais si c'est Voici ou Closer, qui montre François Hollande au mois de janvier en bas de chez sa maîtresse, casqué
sur son scooter, donc une image un peu ridicule du chef de l'État, qui dévoile par ailleurs... Avec ses petits croissants, non, moi je le trouvais mignon, mais bon. Qui dévoile quand même l'infortune de Valérie Trierweiler. Ça c'est terrible, donc, d'une cruauté sans nom. Donc parce qu'on a beaucoup ironisé, ri de cette photo, mais c'est aussi l'exposition d'un couple, et on dévoile à la compagne de François Hollande son infidélité. C'est quand même extrêmement cruel. Extrêmement. D'ailleurs, elle avait été hospitalisée, on la comprend. Et tout le monde en plus se riait de ça, d'une espèce de cruauté généralisée. Et c'est bien la fin d'un tabou, parce que François Hollande n'était pas le premier à Exactement. avoir... Mitterrand, justement, personne n'osait lever le secret. Chirac, tous. Voilà, il y a pas de, on va pas citer de nom et voilà. Mais en tout cas, le fait que le président ait des maîtresses. Et pourquoi lui, justement, à votre avis, le tabou a été brisé avec lui? Parce qu'il était socialiste? Alors, je pense qu'il y a plusieurs variables. Alors, peut-être que ça peut renvoyer à des formes de manipulation politique aussi. Hein. Il y a une autre série de photos pendant l'été, je ne sais plus, là aussi, je crois que je ne sais toujours pas si c'est Closer ou Voici, qui avait fait des photos de lui extrêmement dégradantes, où on le voit assis, transpirant, suant, sous le soleil. Et là, ce sont des photos qui relèvent d'une forme de ce que... Il y a un sociologue américain dans les années 50, Harold Garfinkel, qui avait parlé des cérémonies dégradantes. Là, véritablement, ces photos, elles visent à dégrader l'image du président à travers une présentation peu valorisante du corps du président de la République, traité finalement comme toute autre célébrité du show business, comme toutes les starlettes ou les stars de cinéma. Donc il y a peut-être une volonté politique. On ne peut pas exclure qu'il peut y avoir des arrière-pensées politiques. Sûrement, moi je le pense. Il peut y avoir des arrière-pensées politiques. Il y a aussi une mutation, évidemment, du champ politico-médiatique, c'est-à-dire que, en effet, avec Nicolas Sarkozy, après Nicolas Sarkozy, il y a eu une séquence de pipolisation très importante qui s'est opérée. Pipolisation plutôt promotionnelle, mais qui a eu pour contre-coup aussi une pipolisation offensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes politiques et les femmes politiques s'exposent de façon valorisante dans les médias, les mêmes médias ou les journaux people se disent pourquoi, puisqu'ils s'exposent, nous ne les traquerions-nous pas aussi pour montrer une autre facette moins reluisante en quelque sorte que ces photos un peu ripollinées qu'ils nous présentent, que l'on voit dans Paris Match ou dans Gala. Donc il y a une forme de justification, d'auto-justification de la presse people, de Voici, le Closer ou de magazines comme ça, de dire finalement on va vous montrer la vraie face de ces acteurs politiques. Mais il y avait eu une des Red Chefs de Voici qui s'était justifiée à cette époque en disant au moins Nicolas Sarkozy il connaissait les codes, il savait jouer, François Hollande il joue pas le jeu, donc c'était en plus je trouvais vraiment un peu gonflé de dire on va traquer des clichés humiliants, mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il nous en a laissé la possibilité. C'est quand même une mécanique de pensée qui est assez brutale. C'est une façon de... En effet, Nicolas Sarkozy avait peut-être... il donnait en quelque sorte du grain à moudre aux journaux. Puis il aimait ça presque. Il aimait ça. François Hollande ne joue pas cette partition. Et donc c'est pas sa culture. Il enfreint un certain nombre de pratiques qui commencent à se sédimenter, et finalement on va lui faire payer cette volonté de ne pas se soumettre en quelque sorte à ces nouvelles règles médiologiques, pourrait-on dire, ou médiatiques. Moi je pense que, aussi, je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est pas dénué, je pense, d'arrière-pensée politique. Il n'y a jamais... je ne vais pas dire que tout est téléguidé, qu'il n'y a jamais... Mais souvent, il y a quand même en politique, il y a pas mal de coups tordus, de coups bas les choses ne sortent jamais n'importe quand, n'importe comment. Souvenez-vous du Penelope Gate ou de l'affaire des costumes de François Fillon. Ça tombe pas n'importe quand et on se doute bien que ça profite à certains. C'est vrai. Pour essayer de se quitter sur une note d'espoir, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous racontez que cette tyrannie des apparences, elle est aussi arrivée avec l'apparition de la télévision et la massification de la télévision. Est-ce qu'on peut espérer que les réseaux sociaux vont peut-être nous aider à regarder les gens différemment ou les aborder peut-être de façon plus complète ? J'en doute. Est-ce que ça serait pas plutôt l'inverse ? Regardez le poids des influenceurs, des influenceuses. Ouais, mais les influenceurs, les influenceuses, il y a aussi différents types de corps, il y a aussi plus de diversité quand même dans les représentations. Ouais, peut-être. Là, je maîtrise moins l'univers des influenceurs et des influenceuses. Moi, ce que j'en perçois, c'est quand même un
un poids prégnant, en tout cas chez ces nouveaux leaders d'opinion que sont les influenceurs et les influenceuses, le poids qu'elles peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir auprès de la jeunesse. Ah oui, ça a été la nouveauté de cette campagne, le poids des influenceurs. Ah oui, et on voit bien que, évidemment, les acteurs politiques qui jouent plus ou moins des réseaux sociaux, alors on a vu Macron avec McFly et Carlito, etc. Bon, ils jouent beaucoup sur ces réseaux sociaux, et je crois que il y aura de toute façon des travaux qui seront menés sur le poids des influenceurs ou des influenceuses, mais sur la façon dont ces influenceurs et ces influenceuses façonnent les nouvelles normes esthétiques, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous écouter parler. Mes chers auditeurs et auditrices, moi j'ai quand même envie de vous dire, en conclusion de cette conversation, nous ne devons pas nous épuiser à essayer de nous soumettre à ces normes esthétiques. Gardons notre énergie pour les faire exploser. Un grand merci à notre invité François Ourmand d'avoir été avec nous. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, à notre réalisateur Thomas Chalvidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.